L'affaire Le Rouge d'Émile Gaboriau. Chapitre 1. Le jeudi 6 mars 1862, surlendemain du Mardi Gras, 5 femmes du village de la Jonchère se présentaient au bureau de la police de Bougival. Elles racontaient que depuis 2 jours, personne n'avait aperçu une de leurs voisines, la veuve Le Rouge, qui habitait seule une maisonnette isolée. À plusieurs reprises, elles avaient frappé en vain. Les fenêtres comme la porte étant exactement fermées, il avait été impossible de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ce silence, cette disparition les inquiétait. Redoutant un crime, ou tout au moins un accident, elles demandaient que la justice voulût bien, pour les rassurer, forcer la porte et pénétrer dans la maison. Bougival est un pays aimable, peuplé tous les dimanches de canotiers et de canotières. On y relève beaucoup de délits, mais les crimes y sont rares. Le commissaire refusa donc d'abord de se rendre à la prière des solliciteuses. Cependant, elles firent si bien, elles insistèrent tant et si longtemps, que le magistrat fatigué céda. Il envoya chercher le brigadier de gendarmerie, et 2 de ses hommes requit un serrurier, et ainsi, accompagné, suivit les voisines de la veuve Le Rouge. La Jonchère doit quelques célébrités à l'inventeur du chemin de fer à glissement qui, depuis plusieurs années, y fait avec plus de persévérance que de succès des expériences publiques de son système. C'est un hameau sans importance, assis sur la pente du coteau qui domine la Seine, entre la Malmaison et Bougival. Il est à 20 minutes environ de la grande route qui va de Paris à Saint-Germain, en passant par Rueil et Port-Marly. Un chemin escarpé, inconnu aux ponts et chaussées, y conduit. La petite troupe, les gendarmes en tête, suivit donc la large chaussée qui endigue la Seine à cet endroit, et bientôt, tournant à droite, s'engagea dans le chemin de traverse, bordé de murs et profondément encaissé. Après quelques centaines de pas, on arriva devant une habitation aussi modeste que possible, mais d'honnête apparence. Cette maison, cette chaumière plutôt, devait avoir été bâtie par quelques boutiquiers parisiens amoureux de la belle nature, car tous les arbres avaient été soigneusement abattus. Plus profonde que large, elle se composait d'un rez-de-chaussée de 2 pièces avec un grenier au-dessus. Autour s'étendait un jardin à peine entretenu, mal protégé contre les maraudeurs par un mur en pierre sèche, d'1 mètre de haut environ, qui encore s'écroulait par places. Une légère grille de bois, tournant dans des attaches de fil de fer, donnait accès dans le jardin. « C'est ici, dirent les femmes. » Le commissaire de police s'arrêta. Pendant le trajet, sa suite s'était rapidement grossie de tous les badauds et de tous les désœuvrés du pays. Il était maintenant entouré d'une 40aine de curieux. « Que personne ne pénètre dans le jardin, dit-il. » Et pour être certain d'être obéi, il plaça les 2 gendarmes en faction devant l'entrée, et s'avança escorté du brigadier de gendarmerie et du serrurier. Lui-même, à plusieurs reprises, il frappa très fort avec la pomme de sa canne plombée, à la porte d'abord, puis successivement à tous les volets. Après chaque coup, il collait son oreille contre le bois et écoutait. N'entendant rien, il se retourna vers le serrurier. « Ouvrez, lui dit-il. » L'ouvrier déboucla sa trousse et prépara ses outils. Déjà, il avait introduit un de ses crochets dans la serrure, quand une grande rumeur éclata dans le groupe de badauds. « La clé !» criait-on. « Voici la clé !» En effet, un enfant d'une 12aine d'années, jouant avec un de ses camarades, avait aperçu dans le fossé qui borde la route une clé énorme. Il l'avait ramassée et la portait en triomphe. « Donne, gamin, lui dit le brigadier, nous allons voir. » La clé fut essayée. C'était bien celle de la maison. Le commissaire et le serrurier échangèrent un regard plein de sinistre inquiétude. « Ça va mal, murmura le brigadier. Et ils entrèrent dans la maison, tandis que la foule, contenue avec peine par les gendarmes, trépignait d'impatience, tendant le cou et s'allongeant sur le mur, pour tâcher de voir, de saisir quelque chose de ce qui allait se passer. Ceux qui avaient parlé de crime ne s'étaient malheureusement pas trompés. Le commissaire de police en fut convaincu dès le seuil. Tout, dans la première pièce, dénonçait avec une lugubre éloquence la présence des malfaiteurs. Les meubles, une commode et 2 grands bahuts, étaient forcés et défoncés. Dans la seconde pièce, qui servait de chambre à coucher, le désordre était plus grand encore. C'était à croire qu'une main furieuse avait pris plus plaisir à tout bouleverser.
Enfin, près de la cheminée, la face dans les cendres, était étendu le cadavre de la veuve Le Rouge. Tout un côté de la figure et les cheveux étaient brûlés, et c'était miracle que le feu ne se fût pas communiqué aux vêtements. Canaeva, murmura le brigadier de gendarmerie. N'aurait-il pas pu la voler sans l'assassiner, cette pauvre femme? Mais où donc a-t-elle été frappée demanda le commissaire. Je ne vois pas de sang. Tenez, là, entre les deux épaules, mon commissaire, reprit le gendarme. 2 fiers coups, ma foi. Je parierais mes galons qu'elle n'a pas seulement eu le temps de faire ouf. Il se pencha sur le corps et le toucha. Oh, continua-t-elle, elle est bien froide. Même, il me semble qu'elle n'est déjà plus très roide. Il y a au moins 36 heures que le coup est fait. Le commissaire, tant bien que mal, écrivit sur un coin de table un procès-verbal sommaire. Il ne s'agit pas de pérorer, dit-il au brigadier, mais bien de trouver les coupables. Qu'on prévienne le juge de paix et le maire. De plus, il faut courir à Paris porter cette lettre au parquet. Dans 2 heures, un juge d'instruction peut être ici. Je vais, en attendant, procéder à une enquête provisoire. Est-ce moi qui dois porter la lettre demanda le brigadier. Non, envoyez un de vos hommes. Vous me serez utile ici. Vous, pour contenir ces curieux, et aussi pour me trouver les témoins dont j'aurai besoin. Il faut tout laisser ici tel quel. Je vais m'installer dans la première chambre. Un gendarme s'élança au pas de course vers la station de Rueil, et aussitôt le commissaire commença l'information préalable prescrite par la loi. Qui était cette veuve Le Rouge? D'où était-elle? Que faisait-elle? De quoi vivait-elle? Et comment? Quelles étaient ses habitudes, ses mœurs, ses fréquentations? Lui connaissait-on des ennemis? Était-elle avare? Passait-elle pour avoir de l'argent? Voilà ce qu'il importait au commissaire de savoir. Mais pour être nombreux, les témoins n'en étaient pas mieux informés. Les dépositions des voisins, successivement interrogées, étaient vides, incohérentes, incomplètes. Personne ne savait rien de la victime, étrangère au pays. Beaucoup de gens se présentaient, d'ailleurs, qui venaient bien moins pour donner des renseignements que pour en demander. Une jardinière qui avait été l'amie de la veuve Le Rouge et une laitière chez qui elle se fournissait purent seules donner quelques renseignements assez insignifiants mais précis. Enfin, après 3 heures d'interrogations insupportables, après avoir subi tous les on-dit du pays, recueilli les témoignages les plus contradictoires et les plus ridicules commérages, voici ce qui parut à peu près certain au commissaire de police. 2 ans auparavant, au commencement de 1860, la femme Le Rouge était arrivée à Bougival avec une grande voiture de déménagement pleine de meubles, de linge et d'effets. Elle était descendue dans une auberge, manifestant l'intention de se fixer dans les environs, et aussitôt s'était mise en quête d'une maison. Ayant trouvé celle-ci à son gré, elle l'avait louée sans marchander, moyennant 320 francs payables par semestre et d'avance, mais n'avait pas consenti à signer de bail. La maison louée, elle s'y était installée le jour même et avait dépensé une centaine de francs en réparation. C'était une femme de 54 ou 55 ans, bien conservée, forte et d'une santé excellente. Nul ne savait pourquoi elle avait choisi pour s'établir un pays où elle ne connaissait absolument personne. On la supposait normande, parce que souvent, le matin, on l'avait aperçue coiffée d'un bonnet de coton. Cette coiffure de nuit ne l'empêchait pas d'être très coquette le jour. Elle portait d'ordinaire de très jolies robes, mettait force rubans à ses bonnets, et se couvrait de bijoux comme une chapelle. Sans doute, elle avait habité la côte, car la mer et les navires revenaient sans cesse dans ses conversations. Elle n'aimait pas à parler de son mari, mort, disait-elle, dans un naufrage. Jamais à ce sujet, elle n'avait donné le moindre détail. Une fois seulement, elle avait dit à la laitière devant 3 personnes « Jamais une personne n'a été plus malheureuse que moi dans son ménage. » Une autre fois, elle avait dit « Tout nouveau, tout beau. Défunt mon homme ne m'a aimé qu'un an. » La veuve Le Rouge passait pour riche, ou du moins pour très à l'aise. Elle n'était pas avare. Elle avait prêté à une femme de la malmaison 60 francs pour son terme, et n'avait pas voulu qu'elle les lui rendît. Une autre fois, elle avait avancé 200 francs à un pêcheur de Port-Marly. Elle aimait à bien vivre, dépensait beaucoup pour sa nourriture, et faisait venir du vin par demi-pièce. Son plaisir était de traiter ses connaissances, et ses dîners étaient excellents. Si on la complimentait d'être riche, elle ne s'en défendait pas beaucoup. On lui avait souvent entendu dire « Je ne possède pas de rente, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. Si je voulais davantage, je l'aurais. » D'ailleurs, jamais la moindre allusion à son passé, à son pays ou à sa famille n'avait été surprise.
Elle était très bavarde, mais quand elle avait bien causé, elle n'avait rien dit que du mal de son prochain. Elle devait pourtant avoir vu le monde et savait beaucoup de choses. Très défiante, elle se barricadait chez elle comme dans une forteresse. Jamais elle ne sortait le soir. On savait qu'elle s'enivrait régulièrement à son dîner et qu'elle se couchait après. Rarement, on avait vu des étrangers chez elle. 4 ou 5 fois, une dame et un jeune homme, et une autre fois 2 messieurs, un vieux très décoré et un jeune. Ces derniers étaient venus dans une voiture magnifique. En somme, on l'estimait peu. Ses propos étaient souvent choquants et singuliers dans la bouche d'une femme de son âge. On l'avait entendu donner à une jeune fille les plus détestables conseils. Un charcutier de Bougival, gêné dans son commerce, lui avait cependant fait la cour. Elle l'avait repoussé en disant que se marier une fois était suffisant. À diverses reprises, on avait vu venir des hommes chez elle. D'abord un jeune qui avait l'air d'un employé de chemin de fer, puis un grand brun assez vieux, vêtu d'une blouse et qui paraissait très méchant. On supposait que l'un et l'autre étaient ses amants. Tout en interrogeant, le commissaire résumait par écrit les dépositions, et il en était là lorsque arrive le juge d'instruction. Il amenait avec lui le chef de la police de sûreté et un de ses agents. M. Daburon, que ses amis ont vu avec une profonde surprise donner sa démission pour aller planter ses choux au moment où se dessinait sa fortune, était alors un homme de 38 ans, bien fait de sa personne, sympathique malgré sa froideur, d'une physionomie douce et un peu triste. Cette tristesse lui était restée d'une grande maladie qui, 2 ans auparavant, avait failli l'emporter. Juge d'instruction depuis 1859, il s'était vite acquis une brillante réputation. Laborieux, patient, doué d'un sens subtil, il savait avec une pénétration rare démêler les chevaux de l'affaire la plus embrouillée et, au milieu de 1000 fils, saisir le fil conducteur. Nul mieux que lui, armé d'une implacable logique, ne pouvait résoudre ces terribles problèmes où l'X est le coupable. Habile à déduire du connu à l'inconnu, il excellait à grouper les faits et à réunir en un faisceau de preuves accablantes les circonstances les plus futiles et en apparence les plus indifférentes. Avec tant et de si précieuses qualités, il ne paraissait cependant pas né pour ces terribles fonctions. Il ne les exerçait qu'en frémissant, se défiant de l'entraînement de ses immenses pouvoirs. L'audace lui manquait pour les coups de théâtre risqués qui font éclater la vérité. Il avait été long à s'accoutumer à certaines pratiques employées sans scrupule par les plus rigoristes de ses confrères. Ainsi, il lui répugnait de tromper même un prévenu et de lui tendre des pièges. On disait de lui au parquet « c'est un trembleur ». Le fait est qu'au seul souvenir des erreurs judiciaires connues, ses cheveux se dressaient sur sa tête. Ce qu'il lui fallait, c'était non la conviction, non les plus probables présomptions, mais la certitude absolue. Pas de repos pour lui jusqu'au jour où l'accusé était forcé de courber le front devant l'évidence. Si bien qu'un substitut lui reprochait en riant de chercher non plus des coupables, mais des innocents. Le chef de la police de sûreté n'était autre que le célèbre Gévrol, lequel ne manquera pas de jouer un rôle important dans les drames de nos neveux. C'est assurément un habile homme, mais la persévérance lui manque, et il est sujet à se laisser aveugler par une incroyable obstination. S'il perd une piste, il ne peut consentir à l'avouer, encore moins à revenir sur ses pas. D'ailleurs, plein d'audace et de sang-froid, il est impossible à déconcerter. D'une force herculéenne cachée sous des apparences grêles, il n'a jamais hésité à affronter les plus dangereux malfaiteurs. Mais sa spécialité, sa gloire, son triomphe, c'est une mémoire des physionomies si prodigieuse qu'elle passe les bornes du croyable. A-t-il vu une figure 5 minutes, c'est fini, elle est casée, elle lui appartient. Partout, en tout temps, il la reconnaîtra. Les impossibilités de lieu, les invraisemblances de circonstances, les plus incroyables déguisements ne le dérouteront pas. Cela tient, prétend-il, à ce que d'un homme il ne voit, il ne regarde que les yeux. Il reconnaît le regard sans se préoccuper des traits. L'expérience fut tentée. Il n'y a pas bien des mois à Poissy. On drapa dans des couvertures 3 détenus afin de déguiser leur taille. On leur mit sur la face un voile épais où des trous étaient ménagés pour les yeux, et en cet état, on les présenta à Gévrol. Sans la moindre hésitation, il reconnut 3 de ces pratiques et les nomma. Le hasard seul l'avait-il servi? L'aide de camp de Gévrol était, ce jour-là, un ancien repris de justice, réconcilié avec les lois.
un gaillard habile dans son métier, fin comme l'ambre, et jaloux de son chef qu'il jugeait médiocrement fort. On le nommait le coq. Le commissaire de police, que sa responsabilité commençait à gêner, accueillit le juge d'instruction et les deux agents comme des libérateurs. Il exposa rapidement les faits et lut son procès-verbal. « Vous avez fort bien procédé, monsieur, » lui dit le juge. « Tout ceci est très net, seulement il est un fait que vous oubliez. »« Lequel ?» demanda le commissaire. « Quel jour a-t-on vu pour la dernière fois la veuve Le Rouge, et à quelle heure ?»« J'allais y arriver, monsieur. On l'a rencontrée le soir du Mardi Gras, à 5h20. Elle revenait de Bougival avec un panier de provisions. »« Monsieur le commissaire est sûr de l'heure » interrogea Gévrol. « Parfaitement, et voici pourquoi. Les deux témoins dont la déposition me fixe, la femme Tellier et un tonnelier, qui demeurent ici près, descendaient de l'omnibus américain qui part de Marly toutes les heures, lorsqu'ils sont aperçus la veuve Le Rouge dans le chemin de traverse. Ils ont pressé le pas pour la rejoindre, ont causé avec elle et ne l'ont quittée qu'à sa porte. « Et qu'avait-elle dans son panier » demanda le juge d'instruction. Les témoins l'ignorent. Ils savent seulement qu'elle rapportait 2 bouteilles de vin cachetées et 1 litre d'eau-de-vie. Elle se plaignait du mal de tête et leur dit que, bien qu'il fût d'usage de s'amuser le jour du Mardi Gras, elle allait se coucher. « Eh bien, » s'exclama le chef de la sûreté, « je sais où il faut chercher. »« Vous croyez ?» fit M. Daburon. « Parbleu, c'est assez clair. Il s'agit de trouver le grand brun, le gaillard à la blouse. L'eau-de-vie et le vin lui étaient destinés. La veuve l'attendait pour souper. Il est venu, l'aimable galant. »« Oh » insinua le brigadier, évidemment révolté. « Elle était bien laide et terriblement vieille. » Gévrol regarda d'un air goguenard l'honnête gendarme. « Sachez, brigadier, dit-il, qu'une femme qui a de l'argent est toujours jeune et jolie, si cela lui convient. »« Peut-être y a-t-il là quelque chose, reprit le juge d'instruction. Pourtant, ce n'est pas là ce qui me frappe. Ce serait plutôt ces mots de la veuve Le Rouge. Si je voulais davantage, je l'aurais. » C'est aussi ce qui éveilla mon attention, appuya le commissaire. Mais Gévrol ne se donnait plus la peine d'écouter. Il tenait sa piste. Il inspectait minutieusement les coins et les recoins de la pièce. Tout à coup, il revint vers le commissaire. « J'y pense, s'écria-t-il. N'est-ce pas le mardi que le temps a changé ? Il gelait depuis une quinzaine, et nous avons eu de l'eau. À quelle heure la pluie a-t-elle commencé ? À 9h30, répondit le brigadier. Je sortais de souper, et j'allais faire ma tournée dans les balles, quand j'ai été pris par une averse vis-à-vis de la rue des Pêcheurs. En moins de 10 minutes, il y avait un demi-pouce d'eau sur la chaussée. Très bien, dit Gévrol. Donc, si l'homme est venu après 9h30, il devait avoir ses souliers pleins de boue. Sinon, c'est qu'il est arrivé avant. On aurait dû voir cela, puisque le carreau est frotté. Y avait-il des empreintes de pas, monsieur le commissaire ? Je dois avouer que nous ne nous en sommes pas occupés. Ah ! Fit le chef de la sûreté d'un ton dépité. C'est bien fâcheux. Attendez, reprit le commissaire. Il est encore temps d'y voir, non dans cette pièce, mais dans l'autre. Nous n'y avons rien dérangé absolument. Mes pas et ceux du brigadier seraient aisés à distinguer. Voyons. Comme le commissaire ouvrait la porte de la seconde chambre, Gévrol l'arrêta. Je demanderai à monsieur le juge, dit-il, de me permettre de tout bien examiner avant que personne entre. C'est important pour moi. Certainement, approuva monsieur Daburon. Gévrol passa le premier, et tous, derrière lui, s'arrêtèrent sur le seuil. Ainsi, ils embrassaient d'un coup d'œil le théâtre du crime. Tout, ainsi que l'avait constaté le commissaire, semblait avoir été mis sans dessus-dessous par quelques furieux. Au milieu de la chambre était une table dressée. Une nappe fine, blanche comme la neige, la recouvrait. Dessus se trouvait un magnifique verre de cristal taillé, un très beau couteau et une assiette de porcelaine. Il y avait encore une bouteille de vin, à peine entamée, et une bouteille d'eau-de-vie dont on avait bu la valeur de 5 à 6 petits verres. À droite, le long du mur, étaient appuyées 2 belles armoires de noyer à serrure ouvragée, une de chaque côté de la fenêtre. L'une et l'autre étaient vides, et de tous côtés, sur le carreau, le contenu était éparpillé. C'étaient des hardes, du linge, des effets dépliés, secoués, froissés. Au fond, près de la cheminée, un grand placard renfermant de la vaisselle était resté ouvert. De l'autre côté de la cheminée, un vieux secrétaire à dessus de marbre avait été défoncé, brisé, mis en morceaux et fouillé sans doute jusque dans ses moindres rainures. La tablette arrachée pendait, retenue par une seule charnière. Les tiroirs avaient été retirés et jetés à terre. Enfin, à gauche, le lit avait été complètement défait et bouleversé. La paille même de la paillasse avait été retirée. « Pas la plus légère empreinte, murmura Gévrol contrarié.
Il est arrivé avant 9h30. Nous pouvons entrer sans inconvénient maintenant. » Il entra, marcha droit au cadavre de la veuve Le Rouge, près duquel il s'agenouilla. « Il n'y a pas à dire, grogna-t-il, c'est proprement fait. L'assassin n'est pas un apprenti. » Puis, regardant de droite et de gauche. « Oh oh » continua-t-il. « La pauvre diablesse était en train de faire la cuisine quand on l'a frappée. Voilà sa poêle par terre, du jambon et des œufs. Le brutal n'a pas eu la patience d'attendre le dîner. Monsieur était pressé, il a fait le coup le ventre vide. De la sorte, il ne pourra pas invoquer pour sa défense la gaieté du dessert. » « Il est évident, disait le commissaire de police au juge d'instruction, que le vol a été le mobile du crime. »« C'est probable, répondit Gévrol d'un ton narquois. C'est même pour cela que vous n'apercevez pas sur la table le plus léger couvert d'argent. »« Tiens, des pièces d'or dans ce tiroir, s'exclama Lecoq, qui furetait de son côté. Il y en a pour 320 francs. Par exemple, fit Gévrol un peu déconcerté. Mais il revint vite de son étonnement et continua. Il les aura oubliés, on cite plus fort que cela. J'ai vu, moi, un assassin qui, le meurtre accompli, perdit si bien la tête qu'il ne se souvient plus de ce qu'il était venu faire, et s'enfuit sans rien prendre. Notre gaillard aura été ému, qui sait s'il n'a pas été dérangé. On peut avoir frappé à la porte. Ce qui me le ferait croire volontiers, c'est que le gredin n'a pas laissé brûler la bougie, il s'est donné la peine de la souffler. Bast, fit Lecoq, cela ne prouve rien. C'était peut-être un homme économe et soigné. Les investigations des deux agents continuèrent par toute la maison. Mais les plus minutieuses recherches ne leur firent rien découvrir absolument. Pas une pièce à conviction, pas le plus faible indice pouvant servir de point de repère ou de départ. Même tous les papiers de la veuve Le Rouge, si elle en possédait, avaient disparu. On ne rencontra ni une lettre, ni un chiffon de papier, rien. De temps à autre, Gévrol s'interrompait pour jurer ou pour grommeler. « Oh, c'est crânement fait. Voilà de la besogne numéro 1. Le gredin a de la main. » « Eh bien, messieurs, demanda enfin le juge d'instruction. « Refait, monsieur le juge, répondit Gévrol. Nous sommes refaits. Le scélérat avait bien pris toutes ses précautions, mais je le pincerai. Avant ce soir, j'aurai une douzaine d'hommes en campagne. D'ailleurs, il nous reviendra toujours. Il a emporté de l'argenterie et des bijoux. Il est perdu. Avec tout cela, fit M. Daburon, nous ne sommes pas plus avancés que ce matin. Dame, on fait ce qu'on peut, gronda Gévrol. Saperlotte, dit Lecoq entre haut et bas. Pourquoi le père Tirauclair n'est-il pas ici? Que ferait-il de plus que nous? Riposta Gévrol en lançant un regard furieux à son subordonné. Lecoq baissa la tête et ne souffla mot, enchanté intérieurement d'avoir blessé son chef. Qu'est-ce que ce père Tirauclair? Demanda le juge d'instruction. Il me semble avoir entendu ce nom-là, je ne sais où. C'est un rude homme, s'exclama Lecoq. C'est un ancien employé du Mont-de-Piété, ajouta Gévrol, un vieux Richard dont le vrai nom est Tabaret. Il fait de la police comme Ancelin était devenu garde du commerce, pour son plaisir. Et augmenter ses revenus, remarqua le commissaire. Lui, répondit Lecoq, il n'y a pas de danger. C'est si bien pour la gloire qu'il travaille que souvent qu'il en est de sa poche. C'est un amusement, quoi. Nous l'avons là-bas surnommé Tirauclair, à cause d'une phrase qu'il répète toujours. Ah, il est fort, le vieux matin. C'est lui qui, dans l'affaire de la femme de ce banquier, vous savez, a deviné que la dame s'est volée elle-même et qui l'a prouvé. C'est vrai, riposta Gévrol. C'est aussi lui qui a failli faire couper le cou à ce pauvre de Rem, ce petit tailleur qu'on accusait d'avoir tué sa femme, rien du tout, et qui était innocent. Nous perdons notre temps, messieurs, interrompit le juge d'instruction. Et s'adressant à Lecoq, allez, dit-il, me chercher le père Tabaret. J'ai beaucoup entendu parler de lui. Je ne serais pas fâché de le voir à l'œuvre. Lecoq sortit en courant. Gévrol était sérieusement humilié. Monsieur le juge d'instruction, commença-t-il, a bien le droit de demander les services de qui bon lui semble. Cependant, ne nous fâchons pas, monsieur Gévrol, interrompit M. Daburon. Ce n'est point d'hier que je vous connais. Je sais ce que vous valez. Seulement aujourd'hui, nous différons complètement d'opinion. Vous tenez absolument à votre homme brun, et moi, je suis convaincu que vous n'êtes pas sur la voie. Je crois que j'ai raison, répondit le chef de la sûreté, et j'espère bien le prouver. Je trouverai le gredin, quel qu'il soit. Je ne demande pas mieux. Seulement, que monsieur le juge me permette de donner un, comment dirais-je, sans moquer de respect, un conseil. Parlez? Eh bien, j'engagerai monsieur le juge à se méfier du père Tabaret. Vraiment? Et pourquoi cela? C'est que le bonhomme est trop passionné. Il fait de la police pour le succès, ni plus ni moins qu'un auteur. Et comme il est orgueilleux plus qu'un pan, il est sujet à s'emporter, à se monter le cou.
Dès qu'il est en présence d'un crime, comme celui d'aujourd'hui par exemple, il a la prétention de tout expliquer sur le champ. Et en effet, il invente une histoire qui se rapporte exactement à la situation. Il prétend avec un seul fait reconstruire toutes les scènes d'un assassinat, comme ce savant qui sur un os rebâtissait les animaux perdus. Quelquefois, il devine juste, souvent aussi il se trompe. Ainsi, dans l'affaire du tailleur de ce malheureux de Reims sans moi. Je vous remercie de l'avis, interrompit M. Daburon. J'en profiterai. Maintenant, monsieur le commissaire, continua-t-il, à tout prix, il faut tâcher de découvrir de quel pays était la veuve Le Rouge. La procession des témoins amenée par le brigadier de gendarmerie recommença à défiler devant le juge d'instruction. Mais aucun fait nouveau ne se révélait. Il fallait que la veuve Le Rouge eût été de son vivant une personne singulièrement discrète pour que de toutes ses paroles, et elle en prononçait beaucoup en un jour, rien de significatif ne fût resté dans l'oreille des commères d'alentour. Seulement, tous les gens interrogés s'obstinaient à faire part au juge de leurs convictions et de leurs conjectures personnelles. L'opinion publique se déclarait pour Gévrol. Il n'y avait qu'une voix pour accuser l'homme à la blouse grise, le grand brun. Celui-là sûrement était le coupable. On se souvenait de son air féroce qui avait effrayé tout le pays. Beaucoup, frappés de sa mise suspecte, l'avaient sagement évité. Il avait un soir menacé une femme, et un autre jour battu un enfant. On ne pouvait désigner ni l'enfant ni la femme. Mais n'importe. Ces actes de brutalité étaient de notoriété publique. M. Daburon désespérait de faire jaillir la moindre lumière, lorsqu'on lui amenait une épicière de Bougival, chez qui se fournissait la victime, et un enfant de 13 ans qui savait, assurait-on, des choses positives. L'épicière comparut la première. Elle avait entendu la veuve Le Rouge parler d'un fils à elle, encore vivant. « En êtes-vous bien sûr ?» insista le juge. « Comme de mon existence, répondit l'épicière. Même que, ce soir-là, c'était un soir. Elle était, sauf votre respect, un peu ivre. Elle est restée dans ma boutique plus d'1 heure. Et elle disait ? Il me semble avoir encore, continua la marchande. Elle était accordée sur le comptoir près des balances. Elle plaisantait avec un pêcheur de Marly, le père Husson, qui peut vous le répéter, et elle l'appelait marin d'eau douce. Mon mari, à moi, disait-elle, était marin, lui, mais pour de bon, et la preuve, c'est qu'il est resté des années en voyage, et toujours il me rapportait des noix de coco. J'ai un garçon qui est marin, comme défunt son père, sur un vaisseau de l'État. Avait-elle prononcé le nom de son fils ? Pas cette fois-là, mais une autre, qu'elle était, si j'ose dire, très saoule, elle nous a conté que son garçon s'appelait Jacques, et qu'elle ne l'avait pas vu depuis très longtemps. Disait-elle du mal de son mari ? Jamais. Seulement elle disait que le défunt était jaloux et brutal, bon homme au fond, et qu'il lui faisait une vie pitoyable. Il avait la tête faible et se forgeait des idées pour un rien. Enfin, il était bête par trop d'honnêteté. Son fils était-il venu la voir depuis qu'elle habitait à la Jonchère ? Elle ne m'en a pas parlé. Dépensait-elle beaucoup chez vous ? C'est selon. Elle nous prenait pour une 60aine de francs par mois, quelquefois plus, parce qu'elle voulait du cognac que vieux. Elle payait comptant. L'épicière, ne sachant plus rien, fut congédiée. L'enfant qui lui succéda appartenait à des gens aisés de la commune. Il était grand et fort pour son âge. Il avait l'œil intelligent, la physionomie éveillée et narquoise. Le juge ne sembla nullement l'intimider. « Voyons, mon garçon, lui demanda le juge. Que sais-tu ? Monsieur, l'autre avant-hier, le jour du dimanche gras, j'ai vu un homme sur la porte du jardin de madame Le Rouge. À quel moment de la journée ? De grand matin. J'allais à l'église pour servir la seconde messe. Bien, fit le juge. Et cet homme était un grand brun vêtu d'une blouse ? Non, monsieur, au contraire. Celui-là était petit, court, très gros, et pas mal vieux. Tu ne trompes pas ? Plus souvent, répondit le gamin. Je l'ai envisagé de près, puisque je lui ai parlé. Alors, voyons, raconte-moi cela. Donc, monsieur, je passais quand je vois ce gros-là sur la porte. Il avait l'air vexé, oh, mais vexé comme il n'est pas possible. Sa figure était rouge, c'est-à-dire violette jusqu'au milieu de la tête, ce qui se voyait très bien, car il était tête nue et n'avait plus garde-cheveux. Et il t'a parlé le premier ? Oui, monsieur. En m'apercevant, il m'a appelé. Hé, petit ! Je me suis rapproché. Voyons, me dit-il, tu as de bonnes jambes. Moi, je réponds oui. Alors il me prend l'oreille, mais sans me faire de mal, en me disant, puisque c'est comme ça, tu vas me faire une commission et je te donnerai 10 sous. Tu vas courir jusqu'à la Seine, avant d'arriver au quai. Tu verras un grand bateau amarré. Tu y entreras et tu demanderas le patron Gervais. Sois tranquille, il y sera. Tu lui diras qu'il peut parer à filer et que je suis prêt. Là-dessus,
Il m'a mis 10 sous dans la main et je suis parti. Si tous les témoins étaient comme ce petit garçon, murmura le commissaire, ce serait un plaisir. Maintenant, demanda le juge, dis-nous comment tu as fait ta commission. Je suis allé au bateau, monsieur. J'ai trouvé l'homme, je lui ai dit la chose, et c'est tout. Gévrol, qui écoutait avec la plus vive attention, se pencha vers l'oreille de monsieur Daburon. Monsieur le juge, fit-il à voix basse, serait-il assez bon pour me permettre de poser quelques questions à ce mioche? Certainement, monsieur Gévrol. Voyons, mon petit ami, interrogea l'agent. Si tu voyais cet homme dont tu nous parles, le reconnaîtrais-tu? Oh, pour ça, oui. Il avait donc quelque chose de particulier? Dame, sa figure de brique. Et c'est tout? Mais oui, monsieur. Cependant, tu sais comme il était vêtu? Avait-il une blouse? Non, c'était une veste. Sous les bras, il avait de grandes poches, et de l'une d'elles sortait à moitié un mouchoir à carreaux bleus. Comment était son pantalon? Je ne me le rappelle pas. Et son gilet? Attendez donc, répondit l'enfant. Avait-il un gilet? Il me semble que non. Si, pourtant. Mais non, je me souviens, il n'en portait pas. Il avait une longue cravate, attachée près du cou avec un gros anneau. Ah, fit Gévrol d'un air satisfait. Tu n'es pas un sot, mon garçon, et je parie qu'en cherchant bien, tu vas trouver d'autres renseignements encore à nous donner. L'enfant baissa la tête et garda le silence. Au pli de son front, on devinait qu'il faisait un violent effort de mémoire. Oui, s'écria-t-il, j'ai encore remarqué une chose. Quoi? L'homme avait des boucles d'oreilles très grandes. Bravo, fit Gévrol, voilà un signalement complet. Je le retrouverai, celui-là. Monsieur le juge peut préparer son mandat de comparution. Je crois en effet le témoignage de cet enfant la plus haute importance, répondit M. Daburon, et se retournant vers l'enfant. Saurais-tu, mon petit ami, demanda-t-il, nous dire de quoi était chargé le bateau? C'est que je n'en sais rien, monsieur. Il était ponté. Montait-il ou descendait-il la Seine? Mais monsieur, il était arrêté. Nous le pensons bien, dit Gévrol. Monsieur le juge te demande de quel côté était tourné l'avant du bateau. Était-ce vers Paris ou vers Marly? Les deux bouts du bateau m'ont semblé pareils. Le chef de la sûreté fit un geste de désappointement. Ah, reprit-il en s'adressant à l'enfant, tu aurais bien dû regarder les noms du bateau. Tu sais lire, je suppose. Il faut toujours regarder le nom des bateaux sur lesquels on monte. Je n'ai pas vu de nom, dit le petit garçon. Si ce bateau s'est arrêté à quelques pas du quai, objecta M. Daburon, il aura probablement été remarqué par des habitants de Bougival. Monsieur le juge a raison, approuva le commissaire. C'est juste, fit Gévrol. Du reste, les mariniers ont dû descendre et aller au cabaret. Je m'informerai. Mais comment était ce patron Gervais, mon petit ami? Comme tous les mariniers d'ici, monsieur. Le petit garçon se préparait à sortir. Le juge le rappela. Avant de partir, mon enfant, dis-moi si tu as parlé à quelqu'un de ta rencontre avant aujourd'hui. Monsieur, j'ai tout dit à ma maman. Le dimanche, en revenant de l'église. Je lui ai même remis les 10 sous de l'homme. Et tu nous as bien avoué toute la vérité, continua le juge. Tu sais que c'est une chose très grave que d'en imposer à la justice. Elle le découvre toujours, et je dois te prévenir qu'elle réserve des punitions terribles pour les menteurs. Le petit témoin devint rouge comme une cerise et baissa les yeux. Tu vois, insista M. Daburon, tu nous as dissimulé quelque chose. Tu ignores donc que la police connaît tout? Pardon, monsieur, s'écria l'enfant en fondant en larmes. Pardon, ne me faites pas de mal, je ne recommencerai plus. Alors, dis en quoi tu nous as trompés. Eh bien, monsieur, ce n'est pas 10 sous que l'homme m'a donné, c'est 20 sous. J'en ai avoué la moitié à maman, et j'ai gardé le reste pour m'acheter des billes. Mon petit ami, interrompit le juge, pour cette fois je te pardonne, mais que ceci te serve de leçon pour toute ta vie. Retire-toi, et souviens-toi que vainement on scelle la vérité, elle se découvre toujours. Fin du chapitre 1.